Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Cette semaine, je reçois Marine Calmet. Marine est avocate, juriste et activiste. Elle milite pour que nous changions de paradigme et que notre droit, celui qui régit notre société, ne soit plus anthropocentré, mais biocentré. Elle rêve d'un droit, d'une législation qui prendrait en considération la nature, le vivant, l'humain. Cet épisode est passionnant, il nous invite à repenser le monde de demain et à rêver d'un monde où une communauté du vivant serait établie et où la nature s'épanouirait. Je vous souhaite une très belle écoute et une jolie découverte. Bonjour Marine. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Je suis vraiment ravie d'avoir été invitée pour vous parler de mon prochain bouquin. Mais je suis ravie, vraiment ravie de te recevoir au micro de Basilic. Ça va être un échange très enrichissant. On va commencer par une présentation de toi et ensuite on attaquera et on entrera dans le vif du sujet. D'accord, très bien. Eh bien, je suis avocate de formation, juriste en droit de l'environnement et j'utilise mes compétences et je les mets à disposition d'associations qui militent pour la reconnaissance des droits de la nature et des droits des peuples autochtones, notamment en Guyane française, où je suis en fait porte-parole du collectif Hors de Question, qui est un collectif citoyen, non violent, engagé dans la lutte contre les projets de taille industrielle en matière de mines d'or, et donc notamment le projet Montagne d'Or en Guyane. Et puis, j'ai créé l'association qui s'appelle Wildly Go et que nous avons cofondée en 2019. Et aujourd'hui, il s'agit en fait d'une école pour les droits de la nature, une école qui comprend aussi des volets de campagne et d'action pour permettre en fait aux prochaines générations de défenseurs des droits de la nature de se former, de commencer à se faire la main aussi sur des dossiers et puis finalement de faire en sorte que justement ces idées émergent et évoluent dans notre société. Est-ce que Wild Eagle est une structure militante ? Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est une structure associative qui a des ambitions militantes puisqu'il s'agit évidemment de faire émerger un droit nouveau. On parle de droit prospectif, c'est-à-dire que nous sommes à la recherche d'un nouveau droit qui nous permette de concilier les intérêts de la nature avec les intérêts humains et de sortir d'une logique en fait anthropocentrée, c'est-à-dire tournée vers la satisfaction des besoins de l'homme pour aller vers un droit qui soit biocentré, centré vers justement les humains et la protection de la nature, en même temps puisqu'on cherche en fait à une forme de droit qui soit en symbiose avec notre société telle qu'on l'envisage actuellement pour faire face en fait aux enjeux du siècle à venir. Et donc on peut dire que oui, on est une structure qui est tout à fait militante et qui milite évidemment pour un monde qui soit meilleur et plus respectueux des droits de la nature. Comment est-ce que t'es venue l'idée de créer Wild Eagle ? Est-ce que c'est parce que tu as été inspirée par d'autres modèles que tu aurais pu observer dans d'autres pays ou tout simplement parce que tu as été confrontée à une vision du monde différente ? Alors en fait, c'est une idée collective, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé qu'en 2019, euh, des personnes d'horizons différents se sont retrouvées un peu au même endroit au moment du festival Darwin qui a lieu à Bordeaux en septembre en général, donc qui a été cette année-là, qui avait pour objectif de parler des peuples autochtones et de la préservation de l'Amazonie. Et il se trouve qu'on s'est retrouvés là, moi à l'époque je travaillais encore pour une ONG qui s'appelle Nature Rights et j'avais fait beaucoup de militantisme de terrain. J'avais été beaucoup confrontée à des projets d'extractivisme, d'or, de pétrole, etc. Et c'est vrai que j'avais besoin de me poser aussi, de trouver d'une certaine façon quelque chose de positif, parce que quand on est toujours vous savez, dans le militantisme, c'est du face à face avec des confrontations très souvent avec des industriels, des pollueurs, etc. Et j'avais envie de quelque chose de positif et de créer quelque chose qui grandisse
et qui permettent en fait aux droits de la nature d'évoluer. Et puis du coup, on s'est retrouvés là aussi avec d'autres personnes, notamment Valérie Cabane, qui milite depuis des années pour la reconnaissance du crime d'écocide, William Bourdon, qui est un avocat spécialiste dans la criminalité économique, et puis Simon Rossard, qui avait conceptualisé un projet de moot courte, de procès simulé pour la défense de la nature. Et puis ces idées ont fait leur chemin, ça a été un petit bouillon de culture. On a mis ensemble toutes nos idées et on a décidé donc de fonder Wild Legal, avec ce triptyque, c'est-à-dire la formation, les actions et la sensibilisation du public pour faire émerger, élaborer ces nouveaux concepts qui, à nos yeux, permettent en fait de trouver ce droit biocentré qui nous permettra ensuite d'évoluer dans une société plus en harmonie avec les droits du vivant. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui qu'il existe un tel vide juridique en France et même en Europe à ce propos? Alors en fait, il faut voir qu'actuellement, effectivement, notre droit, il est pour beaucoup centré sur les intérêts humains. C'est-à-dire, par exemple, je prends le droit que je connais bien depuis ces dernières années, le droit minier. Le droit minier, il encadre les activités humaines dans le sens où il y a un seuil de tolérance des dégradations commises à l'environnement. Et ce seuil de tolérance, il est assez haut, hein, puisque on a le droit de dynamiter la terre, on a le droit de couper les arbres, on a le droit de détourner des cours d'eau, de tuer des espèces protégées. Donc malheureusement, ce droit de l'environnement, il a un seuil de tolérance qui est assez large vis-à-vis des destructeurs et de ces grands pollueurs. Et la nature, malheureusement, dans ce droit, a très peu de place. Et donc, forcément, on constate sur le territoire qu'il y a énormément de projets qui sont destructeurs pour la nature, mais qui sont tout à fait autorisés par l'administration et qui sont mis en œuvre par les entreprises. Or, justement, dans d'autres cultures, notamment en Amérique du Sud, il y a encore toute cette, tout ce savoir en fait ancestral, toute cette tradition, ce lien très fort avec la nature qui vient notamment de la coutume des droits des peuples autochtones, pardon, et donc qui s'inspire de cette sagesse et qui fait que dans le droit, par exemple, en Équateur ou en Colombie ou en Bolivie, on trouve déjà la reconnaissance des droits de la nature, c'est-à-dire les droits intrinsèques de la nature de ne pas être détruite par les activités humaines ou polluée, ou que ces cycles vitaux soient totalement détruits et impactés par justement, notamment les exploitations minières. Donc il y a une progression là-bas qui est assez intense sur ces questions, notamment parce que justement ça renvoie aussi à l'histoire coloniale, ça renvoie à la souffrance de nombreux peuples sur ces territoires. Et donc en Europe, on a pris du retard à mes yeux sur sur ce développement d'une relation biocentrée justement au sein de notre droit. Et c'est ce que nous tentons en fait de rattraper en faisant connaître ces grandes jurisprudences qui n'ont pas uniquement lieu en Amérique du Sud, hein. Il y a également des cas très intéressants en Afrique, en Hmm. Australie, en Inde. C'est en fait un mouvement qui se propage un peu partout dans le monde et qui, par le biais de lois ou de jurisprudence, fait que des territoires reconnaissent des droits propres à des écosystèmes et du coup se mettent dans une logique justement d'intégrer des gardiens de la nature pour défendre ces droits et c'est ce que nous espérons justement pouvoir voir émerger en Europe. Et c'est ce qui est expliqué aussi dans l'ouvrage que tu as écrit récemment. Mais moi, ce qui me pose question, c'est est-ce que finalement tu penses qu'on peut être créatif en construisant le droit, qu'on peut vraiment essayer de le révolutionner, puisque finalement ce que vous proposez avec Wild Eagle ou même avec d'autres affaires, c'est aussi de révolutionner la façon de penser le droit. Oui, complètement. En fait, on part du problème, si on veut d'une certaine façon, pour trouver la solution. C'est-à-dire que, justement, en fait, on pose des cas pratiques, c'est-à-dire que chaque année est un nouveau tournoi, chaque année est un nouveau procès simulé
et on donne à nos élèves, en fait, l'opportunité de travailler sur un cas concret pour mettre en évidence le droit qu'il nous faudrait pour faire face justement à certaines situations. Par exemple, cette année, nous travaillons sur le cas de la pollution au bout rouge au large de la Méditerranée. C'est une pollution qui est due à des activités industrielles de production d'alumine. Et cette production d'alumine, elle a des conséquences très graves pour l'environnement parce que les rejets de ces boues rouges, qui sont ces déchets industriels, sont rejetés, évidemment stockés dans la nature. Et l'exploitant de cette usine, Alteo, a depuis 1960 rejeté environ 32 millions de tonnes de boue directement dans l'océan, dans la Méditerranée. Et ça dénote évidemment une conception tout à fait anthropocentrée, c'est-à-dire que le droit des humains autorise un industriel à polluer la nature directement pour faire tourner son activité, pour faire du profit. Or justement, notre problème aujourd'hui, c'est que on voit que ce type de comportement arrive maintenant à nous mettre au pied du mur, c'est-à-dire on constate une dégradation toujours plus forte de la nature et une dégradation de nos conditions de vie pour les générations futures et aussi évidemment et pour les non-humains qui habitent cette planète avec nous. Et donc l'ambition de notre procès simulé est en fait, grâce à ce cas pratique, nous demandons à nos élèves de se placer dans une situation où, par exemple, ils auraient déjà la possibilité d'utiliser de nouveaux concepts comme les droits de la nature ou d'utiliser justement le crime d'écocide pour pouvoir poursuivre ces industriels qui mettent à mal la protection des droits de la nature. Et donc on leur dit, voilà, vous disposez de ces nouveaux outils juridiques que nous avons créés finalement, que nous avons réfléchis, et à vous de démontrer du coup quel serait l'impact dans notre justice, dans notre monde réel, hein, finalement, quel serait l'impact dans le monde réel de ces nouveaux droits pour changer en fait le cours des choses. Et donc c'est une méthode qui en fait essaye de démontrer par l'utilisation justement de ces nouveaux concepts l'efficacité sur le terrain pour construire en fait une nouvelle société. À propos des boues rouges, il y avait un très bon article dans le dernier numéro ou l'avant-dernier numéro de Socialterre et qui retraçait vraiment toute l'histoire de cette pollution et de l'usine et aussi la colère des habitants, et c'était très intéressant. Mais finalement, on observait bien qu'il y a un vrai décalage entre ce que espère ou ce que souhaite la société civile et ce que propose le droit. Oui, complètement. Aujourd'hui, on voit une certaine forme d'impunité qui exaspère tout le monde. C'est-à-dire que d'un côté, on a ces injonctions tous les jours à utiliser moins d'eau, prendre son vélo plutôt que sa voiture, manger bio et manger moins de viande. Enfin, énormément de choses qui reposent sur nos épaules et c'est important évidemment que chacun fasse sa part. Mais d'un autre côté, on a aussi l'impression que pour les industriels, c'est pas le même tarif finalement. Eux ont le droit de continuer à polluer, ont le droit de continuer à émettre du CO2, à rejeter leurs déchets directement dans la nature, sous couvert de favoriser le profit de ces entreprises. Or, on sait aujourd'hui que on ne peut pas y arriver simplement avec des éco-gestes, c'est impossible. La marge de manœuvre qui repose sur les individus, elle est trop faible pour pouvoir en fait respecter les engagements, par exemple, de l'accord de Paris. La plus grande partie de cette responsabilité, 80%, repose sur l'État et sur les industriels. Donc c'est à eux de faire la plus grande part de l'effort aujourd'hui. Et donc forcément, il nous faut des lois adaptées qui nous permettent de contraindre l'État et les industriels de prendre des mesures. Parce que ce n'est plus possible que ce soit uniquement aux citoyens de se battre contre ces projets ou de faire des éco-gestes. Ça, aujourd'hui, on sent une énorme colère, justement, je pense, hein, de la part justement des mouvements qui on l'a vu émerger ces dernières années comme Extinction Rebellion et ces autres mouvements justement de militants, qu'il y a un ras-le-bol et qu'il est vraiment temps maintenant que les personnes qui sont responsables du problème se mettent au travail. Et pour ça, le droit est fondamental. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire ce refrain un peu dogmatique de l'État, de dire de parler d'écologie punitive. Il n'y a pas d'écologie punitive, il y a simplement poser des limites, mettre des directions
très clair, fixer justement un cadre collectif. Et ce n'est pas l'écologie punitive, c'est simplement dire où on va. Et où on va, nous, notre horizon, c'est une communauté du vivant en bonne santé, où les humains s'épanouissent, où la nature s'épanouit. Et pour ça, on est obligé d'avoir de nouvelles règles de vivre ensemble. Avec la Convention citoyenne pour le climat, est-ce que finalement c'est pas une nouvelle désillusion où on avait placé beaucoup d'espoir avec ce projet et où finalement on observe que la lenteur de l'administration, la lenteur du monde politique impacte la volonté des citoyens, ou en tout cas retarde ce qu'on espérait? Oui, et en même temps, j'ai envie de dire que c'est pas vraiment une désillusion parce que je pense que pour beaucoup de militants, depuis le début de ce mandat, on avait compris qu'il y avait pas grand-chose à attendre de la part de ce gouvernement, honnêtement. Donc ceux, au contraire, j'ai envie de dire, ceux qui y ont cru, c'était plutôt des illusions, qu'une désillusion parce que, on en fait, le modèle est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que la convention citoyenne, avec tout ce qu'elle implique, en fait, de responsabilité pour ses membres qui ont travaillé cette formation initiale qu'ils ont reçue sur le climat et qui leur a permis d'accéder à un savoir qui est extraordinaire et dont ils avaient besoin pour prendre des décisions. Et puis, en même temps, cette responsabilisation qui leur est venue parce qu'on leur a dit que leurs propositions seraient reprises sans filtre, etc., et que leur travail serait finalement concluant et permettrait de faire bouger les choses. Moi, je les ai rencontrés, j'ai travaillé avec eux pendant tous ces derniers mois. Je les ai rencontrés dès le départ en leur parlant justement du crime d'écocide à leur demande et en les accompagnant ensuite en leur fournissant tous nos travaux pour qu'ils puissent véritablement voilà, explorer cette matière, faire leurs propositions. Eh bien, ça a abouti à des propositions très fortes. Donc, ils sont évidemment en faveur de la reconnaissance du crime d'écocide, mais aussi pour l'intégration des limites planétaires, ce nouveau modèle scientifique justement pour délimiter des seuils d'impact des humains sur la planète. C'est un travail énorme qu'ils ont fait et je pense que ça va nous inspirer énormément de choses pour l'avenir, c'est-à-dire que ce nouveau modèle dans lequel les citoyens sont au cœur de la machine, réfléchissent et intègrent finalement ces nouvelles propositions, ça sera répliqué à mon avis un peu partout dans les prochaines années qui viennent et c'est très bien. Et par contre, pour le reste, pour la transposition, je pense que c'était politiquement un très mauvais calcul de la part de ce gouvernement et d'Emmanuel Macron, parce que non seulement il a formé 150 militants de plus à la question de l'écologie, il en a fait des personnalités souvent très médiatisées et qui seront donc les premières justement à s'opposer à ces fausses annonces qui sont faites par le gouvernement et à rétablir la vérité. Donc, il a formé quand même 150 militants aguerris et ça, c'est pour nous une très bonne chose. Pour lui, j'imagine un petit peu moins. En revanche, j'attendais effectivement pas grand-chose de ce gouvernement. J'ai pas été déçue. Mais ce qui est sûr, c'est que nos propositions, elles vont vivre. Elles se sont structurées grâce à ce travail et elles ont pris de l'ampleur puisqu'aujourd'hui, voilà, des concepts nouveaux comme l'écocide a plus qu'émergé sur la scène française. Quelque chose c'était un concept qui était encore vaguement connu il y a quelques années, qui aujourd'hui a su conquérir énormément justement de personnes dans le grand public. La proposition, elle a été quand même adoptée à 99% par les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, donc quasi plébiscitée par les citoyens. Et donc, on sent que de leur part, il y a la volonté de vraiment tourner la page, de passer à autre chose, de changer de système. Ils ont tout à fait compris les enjeux juridiques, c'est énorme. Et de la part de ce gouvernement, eh bien, il y a justement ces fausses annonces, ces grands coups de communication, mais qui ne trompent franchement plus personne dans l'opinion publique, je crois. Et donc, on est finalement dans cette période aujourd'hui où la place des citoyens, franchement, justement, il faut la respecter. On voit bien que tout le monde a envie de participer à cette transition écologique et c'est ça qui me rassure, c'est qu'au final, ça aura très certainement un impact positif pour la suite. Et vous aimeriez que le poids de cette transition écologique repose moins sur les citoyens, mais davantage sur les industriels, les grandes entreprises, qui sont quand même les premières sources de cette pollution? Oui, bien sûr, les citoyens l'avaient complètement compris. C'est-à-dire que si on veut... C'est ce qui ressortait aussi de
de la Convention d'ailleurs. Bien sûr, notamment, il s'était prononcé, par exemple, en faveur d'un soutien à l'abandon de l'industrie minière en Guyane française. Ils avaient connaissance des travaux et des campagnes menées par le collectif Hors de Question, de la lutte contre le projet Montagne d'Or et des impacts de ces grands projets miniers sur le climat. Le fait que, en fait, l'industrie minière de taille, enfin, soit totalement incompatible en fait avec nos engagements écologiques, autant en matière de protection du climat parce que les émissions d'une mine industrielle sont monstrueux, mais en plus les impacts en termes de protection de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on parle de centaines d'espèces protégées qui auraient été directement impactées par des projets de type Montagne d'Or. Et donc ces citoyens, ils ont tout à fait compris les enjeux et ils ont demandé un abandon de l'industrie minière en Guyane française, ce à quoi évidemment, encore une fois, le gouvernement n'a pas répondu favorablement. C'est une proposition qui a été absolument évincée par, le gouvernement et remplacée par une réforme du code minier qui, à mes yeux, n'est pas suffisante pour nous garantir justement une bonne prise en considération des intérêts de la nature à l'avenir. Donc évidemment qu'on est déçus et en même temps, je pense qu'on n'a plus rien à attendre de ce mandat et j'espère que justement le prochain mandat sera le bon pour le coup. On parle beaucoup d'écologie décoloniale. J'imagine que c'est un sujet qui vous parle de par votre expérience, de par les organisations avec lesquelles vous avez pu travailler. Qu'est-ce que ça évoque, ce sujet d'écologie décoloniale ? En fait, ça évoque le fait que dans l'écologie telle que nous le faisons actuellement, par exemple en Guyane française, on adopte aussi l'idée qu'il faille une justice sociale et une nouvelle gouvernance qui vienne des peuples, en fait, qui habitent les territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir avec des grands principes qui sont partout les mêmes, enfin qui seraient partout les mêmes, et qui pourraient être plaqués tout simplement sur un territoire tel quel. Aujourd'hui, comme on le disait avec la Convention citoyenne par exemple, il faut que ce soit les citoyens qui aient la main justement sur la politique qui est menée sur leur territoire. Et aujourd'hui, par exemple, le projet Montagne d'Or, pour moi, c'était vraiment le symbole de cette politique néocoloniale où un projet minier est décidé dans le ministère à Bercy, hein, puisque à l'époque, quand le projet Montagne d'Or a été pensé, c'était Emmanuel Macron qui était à Bercy et qui a conçu ce projet avec les industriels et qui en a fait la publicité évidemment en Guyane, relayée par les élus locaux. Or, on voit que sur le territoire, il y a énormément de personnes qui se sont bougées, qui ont manifesté, qui sont descendues dans la rue pour demander l'annulation de ce projet. Et au bout de 3 ans, seulement 3 ans, mais c'est très conséquent hein, dans une vie humaine, 3 ans de mobilisation. Et bien au bout de 3 ans, on a réussi à inverser la tendance, à avoir un ascendant politique finalement, parce que les médias nous ont soutenus, parce que les habitants de Guyane nous ont soutenus et qu'il y a une forte mobilisation, on a réussi à faire en sorte que ce projet soit abandonné. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que la responsabilité de penser une écologie décoloniale, c'est de redonner en fait du pouvoir au peuple, de décider pour leur avenir ce qu'ils ont envie justement de construire sur leur territoire et donc d'éviter justement de plaquer tous les mêmes principes à chaque fois d'un territoire à l'autre. On ne peut pas comparer le sud de la France et la Guyane française. Il y a deux cultures, deux régions complètement différentes, deux écosystèmes qui n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est être flexible, c'est s'adapter, c'est savoir faire preuve aussi d'écoute et de compréhension à la fois vis-à-vis des écosystèmes et des humains qui les habitent, puisque notamment en Guyane française, on a un peuple qui est déjà extrêmement marqué par la colonisation. On a un peuple qui a été quasiment éliminé par l'effet justement de l'arrivée de la France sur le territoire de Guyane. Aujourd'hui, il reste 6 nations autochtones en Guyane française, à peine quelques centaines de personnes qui continuent à militer, à être en première ligne et qui sont donc à écouter, à prendre en considération. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu sur le territoire de Guyane, notamment durant
le débat public a eu lieu sur le projet Montagne d'Or, c'était inacceptable. C'était des industriels qui venaient avec l'ambition coûte que coûte de réaliser leur projet et qui n'ont pas tenu compte une seule seconde des avis des peuples autochtones qui peuplent la Guyane et qui souhaitaient absolument pas voir se développer ce genre de projet sur leur terre sacrée. Et donc aujourd'hui, c'est ça, l'écologie décoloniale, c'est écouter les populations, c'est prendre en considération les intérêts de la nature, et c'est un schéma tout à fait positif, notamment sur des territoires comme la Guyane. Est-ce qu'il y a des décisions de justice, des arrêts qui pourraient nous inspirer, qui pourraient nous encourager, alors que ce soit en France ou à l'étranger, où ces droits de la nature ont été reconnus? Oui, alors il y a un exemple de jurisprudence que j'adore parce il résonne beaucoup évidemment avec notre situation en Guyane française où on a malheureusement un gros problème avec l'orpaillage illégal, c'est-à-dire qu'en Guyane française, on compte environ 10 000 orpailleurs illégaux pardon, dans la forêt qui mettent à mal le territoire, qui polluent et qui souillent les forêts et les fleuves avec du mercure qui est utilisé pour amalgamer l'or. J'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à aller voir des photos de ce dont vous parlez. J'essaierai d'en insérer aussi, mais parce que c'est très parlant en photo. Oui, on a sur notre site wildlegal.eu/Amazonie, on a toute une campagne où on détaille justement tous les impacts à la fois sur les humains, sur la nature, de ces activités d'orpaillage illégal. Et en fait, il y a eu une jurisprudence très intéressante il y a quelques années en Colombie, dans une situation extrêmement similaire, c'est-à-dire sur le fleuve Atrato, qui est un fleuve, un très long fleuve qui parcourt la Colombie. Il y avait énormément d'orpaillage illégal également. Et en fait, les populations locales étaient rentrées dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que, à force d'avoir justement ces activités d'orpaillage illégal, les fleuves étaient complètement souillés, les ressources en poissons avaient quasiment disparu, c'est-à-dire que, eh bien, pour manger, ces peuples qui avaient toujours finalement étaient dépendants des ressources halieutiques, du poisson, pour se nourrir, n'avaient plus rien. C'est-à-dire qu'eux-mêmes devaient se mettre à leur paillage pour pouvoir avoir de l'argent et donc aller acheter de l'argent à manger pardon, dans les supermarchés. Donc vous voyez, on était dans un cercle vicieux qui faisait que malheureusement la destruction de la nature impliquait aussi une détérioration massive des conditions de vie des habitants. Et en fait, un collectif est allé porter cette situation de crise sanitaire et écologique devant les tribunaux et a obtenu une décision remarquable dans laquelle en fait le juge de la Cour suprême de Colombie a reconnu les droits du fleuve Atrato en tant que sujet du coup de droit, disposant du droit à la protection et à la restauration de ces écosystèmes. Donc c'est une victoire évidemment qui a été majeure pour la reconnaissance du droit de la nature. Et en plus de ça, ce juge a réclamé que l'État constitue un conseil des gardiens. Et aujourd'hui, ce conseil des gardiens, il regroupe donc 17 gardiens nommés par les habitants du fleuve qui travaillent à la fois à la restauration de l'écosystème, mais également aussi à des projets d'autonomie alimentaire, c'est-à-dire pour permettre justement aux habitants de sortir de ce cercle vicieux, de trouver des moyens de mettre en place en fait des rentrées d'argent ou des moyens de cultiver la terre qui soient du coup alternatifs à la mine. Et puis, ce conseil des gardiens, il travaille évidemment avec les différents ministères, notamment sur des campagnes de prévention sanitaire, puisque ces populations ont été exposées au mercure pendant de nombreuses années, et puis sur des projets plus de défense en fait, hein, face à ce qui constitue encore une menace de certaines exploitations illégales. Et donc, on voit un cercle vertueux, c'est-à-dire que au lieu de sanctionner les populations locales, le juge a mis en place du coup un nouveau schéma de gouvernance dans lequel justement l'État est forcé finalement de collaborer avec ces gardiens du fleuve qui, eux, finalement récupèrent une certaine forme de responsabilité sur leur territoire. Désormais, leur avenir est directement lié à justement cette bonne politique, ces bonnes pratiques qu'ils vont mettre en place chez eux. Et donc, c'est extrêmement positif. Et ça, c'est une décision qui, moi, m'inspire énormément dans mon travail. C'est-à-dire qu'on est rentré en contact d'ailleurs avec eux pour pouvoir élaborer en fait des stratégies communes, pour pouvoir travailler avec eux et
finalement qui nous donne de bons conseils pour qu'on puisse avancer aussi en Guyane française et faire émerger les droits de la nature et ce nouveau conseil des gardiens, on l'espère, pour pouvoir trouver des solutions nouvelles sur ce territoire qui est orpaillé déjà depuis les années 80-90 et pour lequel on n'a pas trouvé de solution satisfaisante aujourd'hui. C'est une décision qui vous a inspiré la rédaction de votre livre également? Oui, beaucoup et notamment le titre puisque, devenir gardien de la nature pour moi c'était vraiment justement, aussi, une certaine forme d'espoir, c'est-à-dire que cette décision de justice, elle m'a fait beaucoup réfléchir. C'est la situation en Guyane, elle est extrêmement grave, mais je vois aussi en métropole. Il y a énormément de territoires qui sont impactés par les industries extractives et je pense que ce rôle, en fait, de gardien, il s'entend, comme le fait de ne plus être simplement, des citoyens ou des habitants de territoire, mais vraiment comme d'être des gardiens, c'est-à-dire des protecteurs et pas des propriétaires de la terre. Et aujourd'hui, justement, il faut retrouver à mes yeux ce lien de protection, de savoir que, pour prendre à la terre, il faut aussi rendre à la terre et c'est d'enclencher en fait ces mécanismes, dans notre société de gouvernance qui soient plus inclusifs pour les citoyens et qui nous donnent à nous, les protecteurs de la nature, un rôle supplémentaire à jouer et un statut dans notre société. Il faudrait repenser également notre rapport à la propriété? Complètement. C'est en fait, une chose que j'évoque dans mon livre parce que pour moi ça a été une énorme gifle quand je suis arrivée en Guyane. Je devais travailler sur, la restitution en fait de terres, ancestrales aux peuples autochtones de Guyane, une promesse en fait que le gouvernement français a fait en 2017 et qui n'a toujours pas été tenue d'ailleurs. Mais soit je travaillais donc sur le modèle juridique pour restituer ces terres et la consigne qui m'avait été donnée par les représentants autochtones, c'est de dire: «Par contre Marine, en droit, coutumier autochtone, la propriété privée n'existe pas. Donc ta seule consigne, c'est de voilà, de créer un office dans lequel, on pourrait gérer les terres de manière collective» et pour moi, envisager une civilisation dans laquelle la propriété privée n'existait pas, c'était complètement révolutionnaire. Alors évidemment, c'est pas comme si j'avais jamais entendu parler des théories de Marx, ou autres, mais on connaît malheureusement les déviances que ça a eu, sur les territoires, communistes. En Guyane française, en fait, la logique qui était exprimée, de la part, des peuples autochtones, c'était plutôt de dire: «Pour se défendre et défendre la terre, il faut être soudés. Il faut travailler ensemble». Et donc cette logique en fait de la relation collective à la terre, c'était à la fois pour se protéger eux, protéger leur identité parce qu'en tant que groupe, en fait, on est plus fort et ça explique leur résilience vis-à-vis aussi, du système occidental, vis-à-vis de la colonisation et le fait qu'ils aient enfin, réussi en fait à préserver leur identité vient du fait qu'ils jouent collectif, ils tiennent ensemble et ces terres collectives, en fait, quand on gère de manière collective, une terre, quand on en prend soin ensemble, en fait, il y a une logique, du coup, de transmission aux générations futures, de jouissance collective, en fait, autour de ces terres, qui sont partagées et non plus, justement, divisées entre des propriétaires et donc il y a une logique tellement, bénéfique, en fait, pour l'ensemble du territoire et on le retrouve dans énormément de revendications, du coup, des peuples autochtones, des revendications qui sont d'ailleurs assez anciennes, hein, puisque les premiers mouvements autochtones, c'est déjà dès les années 70 à 80, où justement il y a un mouvement de, d'un soulèvement en fait qui réclame depuis maintenant longtemps déjà que les droits collectifs des peuples autochtones et notamment ce droit à la terre soient respectés pour que justement les peuples qui habitent ces territoires puissent sauvegarder leur culture, sauvegarder aussi la nature et c'est cette forme de gardiens, en fait. C'est cette relation de ces gardiens à leur territoire qui m'a beaucoup inspirée dans le livre. Et selon vous, c'est quelque chose qu'il faudrait enseigner aux enfants à l'école, par exemple? C'est un lien qu'il faudrait enseigner à travers, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait faire, mais comment est-ce qu'on va réussir à changer aussi notre vision et notre conception du monde face à ça? Alors, tout à fait, ça passe absolument par l'éducation. L'éducation, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé White Legal, c'est-à-dire que la clé de tout ça, c'est un changement culturel, c'est un changement de vision. Et pour avoir ce changement culturel, évidemment qu'il faut revoir
entièrement en fait notre façon d'être au monde. Et ce qui est assez évident d'ailleurs, c'est que pourquoi je suis sûre que c'est la clé, c'est que en Guyane française, malgré justement la sauvegarde de certains savoirs ancestraux et de ce lien à la terre, on observe notamment chez les jeunes qui vont à l'école de la République, qui sont justement formatés comme des petits métropolitains, un peu sur le même format du coup que chez nous. On remarque chez ces nouvelles générations autochtones aussi une déconnexion de la terre. Parce qu'en fait, justement, quand on se met en miroir vis-à-vis d'eux, justement, on peut que conclure que c'est bien là le problème. C'est notre éducation, c'est la façon dont on nous prépare à la vie. Et donc, dans notre éducation, il faut absolument qu'on réintègre le savoir prendre soin de la terre, c'est-à-dire savoir comment fonctionne la terre, apprendre comment elle fonctionne et savoir en prendre soin, c'est-à-dire dès l'enfance apprendre le respect et la protection des intérêts de la nature, cette forme de coexistence que nous devons trouver justement entre nous et la nature. J'aime beaucoup le philosophe Glenn Albrecht qui parle de symbiocène pour sortir de l'anthropocène. Et ce symbiocène, il ne peut arriver justement que si on a une nouvelle culture qui se met en place, une culture respectueuse de la nature, avec de nouveaux mots justement qui comprennent les droits fondamentaux de la nature, l'écocide, les limites planétaires, tous ces nouveaux concepts qui vont créer une identité commune et qui vont nous permettre de faire émerger une nouvelle société. Espérons que ça puisse arriver très prochainement. J'espère, effectivement. Disons que en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un phénomène de bourgeons un petit peu partout en France. Par exemple, on voit des initiatives pour les droits de la nature, beaucoup d'initiatives sur les fleuves, sur le Rhône, sur la Loire, sur l'Escaut, la Seine, énormément d'initiatives qui se mettent en place avec les habitants des territoires et qui bourgeonnent, notamment depuis l'année dernière, à tel point qu'on a créé un réseau d'initiatives francophones pour les droits de la nature et un réseau européen qui également qui s'appelle la GARN Europe, donc la Global Alliance pour les droits de la nature en Europe. Et donc aujourd'hui, ça va, à mes yeux, heureusement, assez vite. Et il y a une prise de conscience qui est là, qui s'accélère. Mais encore faut-il justement se mettre d'accord sur ces nouveaux mots. Le terme de gardien, pour moi, doit devenir une notion fondamentale et structurante justement de notre société pour nous replacer en fait dans la communauté du vivant et nous donner un objectif. Et puis ces nouveaux concepts qui doivent émerger dans le droit, comme les droits à la nature, comme l'écocide, c'est ça qui va nous permettre en fait demain de construire cette nouvelle société, je crois. Très inspirant. Merci beaucoup Marine. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'invite bien évidemment tous les auditeurs et toutes les auditrices à lire votre livre « Devenir gardien de la nature » qui a été publié chez Tana Éditions, et puis aussi à suivre le travail de Wild Legal, que ce soit sur Twitter ou via votre site internet et les différents réseaux sociaux, parce que vous faites vraiment un travail d'information et de sensibilisation qui à mes yeux est primordial. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire un point d'ici quelques années avec plein de bonnes nouvelles et plein de nouvelles réformes et de mesures encourageantes et inspirantes. Avec plaisir pour en reparler dans quelques années, ça serait vraiment captivant. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, vos collègues ou à toutes les personnes que le sujet pourrait intéresser. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.